Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation et pour pouvoir vous présenter cette communication donc, sur la prise en charge de la lombalgie au travers des recommandations en fait, de bonnes pratiques sur le trio kiné, médecin, patient, mais évidemment qui pourrait s'étendre à tous les autres professionnels de santé qui pourraient intervenir. Donc, je m'appelle Anthony, je suis kiné et je pratique à temps partiel dans un cabinet à Paris dans le 9e. J'ai rejoint le réseau LCD il y a déjà maintenant quelques temps et je suis actif dans le conseil scientifique particulièrement et dans le bureau en tant que trésorier adjoint. Et en parallèle, je termine un doctorat sur la thématique de l'évaluation en fait, des bonnes pratiques sur la prise en charge des patients qui présentent des pathologies musculaires ou squelettiques, donc à l'image de la lombalgie. Et c'est un peu le sujet de la présentation de ce jour. Ce travail, je me suis inspiré évidemment de deux principales communications qui me semblaient importantes à vous faire part. La première, c'est qu'en collaboration avec le réseau LCD, on a pu publier un travail qui consistait à synthétiser les recommandations spécifiquement sur les traitements kinés qui doivent être privilégiés et proposés auprès des patients qui présentent des pathologies qui impliquent particulièrement de la douleur, dont la lombalgie évidemment faisait partie. Donc ce travail, il est disponible sur le site du réseau LCD et on l'a publié dans la revue Douleur. Et évidemment, une des dernières recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé sur la prise en charge du patient présentant une lombalgie commune, sur recommandation à laquelle j'ai pu participer en tant qu'expert du groupe de travail. Et donc, je me suis inspiré de ces deux documents pour la présentation de ce jour. Donc, pour le début, en fait, c'est tout simplement déjà de se poser la question sur la lombalgie, de quoi parle-t-on? On avait tendance jusqu'à maintenant à utiliser une terminologie qui était assez, on va dire, simpliste entre lombalgie aiguë, subaiguë et chronique. La terminologie a beaucoup évolué maintenant et permet en fait plus facilement de catégoriser les patients en cherchant en fait à différencier les patients qui présentent une poussée aiguë de lombalgie, une lombalgie à risque de chronicité et une lombalgie récidivante. L'intérêt de classifier en fait les patients de cette manière-là, c'est tout simplement d'identifier particulièrement ceux qui présentent des risques élevés de chronicisation des douleurs, tout simplement parce que c'est ces patients-là qui vont être amenés le plus souvent à venir nous consulter, à consommer évidemment des soins, à avoir besoin éventuellement d'examens diagnostiques ou autres. Et l'intérêt d'identifier donc ce qu'on appelle les drapeaux jaunes, c'est-à-dire ces fameux facteurs psychosociaux qui augmentent le risque d'installation persistante de la douleur, nous demande de les identifier et de les repérer le plus précocement possible pour être sûr qu'on propose la prise en charge la plus adaptée, que ce soit via le médecin, que ce soit via le kiné ou tous les autres intervenants qui vont être autour et intervenir auprès du patient. Donc ça, c'est une nouvelle terminologie qui a été instaurée depuis la Haute Autorité de Santé. Et en allant plus loin, en devant différencier évidemment aussi le type de douleur que le patient peut présenter, puisque depuis l'évolution de la terminologie sur ce qui caractérise la douleur depuis l'Association internationale de la douleur en 2018, en différenciant la douleur neuropathique de la douleur nociceptive et de la douleur nociplastique, on sait que chez un patient qui présente une lombalgie, on peut avoir un de ces trois types de douleurs, ou deux, ou même voire trois, c'est-à-dire un patient qui présenterait des douleurs plutôt d'ordre mécanique nociceptif que le patient va ressentir au niveau lombaire, s'associant à éventuellement une lésion, ou en tout cas un impact sur une racine ou plusieurs racines du nerf sciatique, avec des douleurs neuropathiques irradiantes, et du fait de la chronicité des symptômes, le patient a aussi une dysfonction des voies de modulation et de la perception de la douleur, provoquant aussi des douleurs nociplastiques. Donc on voit qu'on peut avoir les trois types de douleurs, une des trois ou deux des trois, et aujourd'hui les recommandations en termes de pratique ont beaucoup évolué, dans le sens où les traitements devant être proposés à ces différents patients en fonction de ces types de douleurs doivent être nécessairement différents. Donc l'évaluation est le premier élément qui est le plus important, ce que je disais tout à l'heure, et c'est valable pour toutes les lombalgies jugées évidemment comme non spécifiques, c'est-à-dire au final la majorité des patients qui nous consultent et qui ne présentent pas une lombalgie qui est secondaire à une pathologie du type un trouble de l'aorte ou une tumeur vertébrale ou une infection ou autre chose, où évidemment
des interventions médicales plus complexes sera nécessaire. Donc la majorité qui présente des lombalgies non spécifiques, le principal enjeu, ce n'est pas forcément de chercher absolument la source et l'origine précise de la douleur, c'est plutôt d'identifier les facteurs de risque de chronicisation. Et là, je vous ai mis en bas à droite le modèle habituel sur lequel, évidemment, c'est très résumé, mais où on doit identifier principalement les facteurs psychosociaux qui ont tendance à favoriser l'installation des douleurs, mais surtout un moins bon pronostic de récupération, c'est-à-dire que le patient présente plus de risques d'échec aux différents traitements qu'on pourra lui proposer. Donc, il y a tout intérêt à identifier ces facteurs de risque le plus précocement possible, parce que l'enjeu, c'est que plus ces facteurs s'installent, plus le patient risque d'être en difficulté, d'une part, du fait du retentissement de la douleur sur sa vie quotidienne et le handicap que ça génère, mais surtout le risque qu'il y ait potentiellement une errance diagnostique, une errance thérapeutique, des échecs sur les traitements qu'on pourrait proposer, et donc malheureusement, en fait, des patients qui vont finir par avoir un parcours assez complexe, comme on peut en avoir beaucoup en fait dans nos patientèles, qui sont passés par de nombreux professionnels de santé et qui ont tendance à la fin à finir en centre antidouleur avec plein de traitements mis en place autour d'eux. Un outil génial a été développé pour ça et qui est extrêmement court à utiliser. Ça s'appelle le Startback Screening Tool, qui a été donc traduit en français maintenant et validé en langue française, et que je vous ai mis en matériel supplémentaire en fait, à la fin de la présentation, si ce n'était pas un outil que vous utilisiez habituellement en pratique clinique, qui prend à peu près 5 minutes à remplir. Évidemment, on peut ne pas l'utiliser en format questionnaire, mais plus à l'interrogatoire sur les questions à poser. Et le questionnaire Orebro, qui sont donc deux outils qui permettent de pronostiquer la réponse au traitement qu'on va pouvoir proposer aux patients au regard de la sévérité de la présence de facteurs de risque de chronicisation des symptômes. C'est-à-dire que ça nous donne un peu 3 catégories: risque faible de chronicisation, risque modéré et risque sévère. L'avantage de ça, c'est que plus le risque est élevé, plus il y a nécessité de mettre en place une prise en charge multimodale, c'est-à-dire des traitements médicamenteux s'il y a besoin, des traitements non médicamenteux, donc que ce soit de la psychothérapie, de la rééducation ou d'autres types d'interventions. Et si par contre on a plutôt un risque de chronicité faible, il va falloir plutôt mettre le paquet sur l'éducation, le fait d'autonomiser rapidement le patient en lui redonnant confiance et en lui donnant les outils pour qu'il puisse rapidement se remettre en activité, se réexposer à ses activités, ses tâches et les mouvements du quotidien pour lui permettre de manière autonome en fait, de récupérer complètement. Donc le degré d'implication va être très différent en tant que professionnel de santé en fonction du risque de chronicité. Tout simplement parce que, en parallèle évidemment des symptômes douloureux qu'on a évoqués tout à l'heure, il y a beaucoup d'autres symptômes et éventuellement signes cliniques qui peuvent participer à l'installation ou même à la chronicisation des douleurs, que ce soit des facteurs plus mécaniques, c'est-à-dire tout ce qui va toucher à la restriction de la mobilité, par exemple du rachis lombaire, mais aussi à la kinésiophobie, tous ces patients qui, du fait d'expériences douloureuses, traumatisantes, sont maintenant amenés à éviter au maximum les mouvements, en tout cas certains mouvements qui pouvaient par le passé provoquer des douleurs. L'appréhension à la douleur, le déconditionnement à l'effort, le catastrophisme, tous ces signes et tous ces éléments qui donc font aussi partie de facteurs plutôt psychosociaux, c'est-à-dire comportementaux vis-à-vis de la douleur et de sa gestion au quotidien, augmentent le risque de chronicisation. Et l'avantage du Startback et du questionnaire Orebro, c'est qu'ils mettent en évidence la présence de ces facteurs qui vont donc vous aider à orienter la manière dont vous allez délivrer les conseils aux patients, la manière dont vous allez aussi l'éduquer sur la prise éventuellement médicamenteuse ou même l'orientation vers un autre professionnel de santé, comme un rééducateur ou un psychologue, dans l'intérêt de mieux prendre en charge tous ces facteurs qui peuvent être présents et qui vont évidemment participer au fait que le patient, quand il est dans sa vie quotidienne, ne va pas s'exposer à des situations qui l'amèneraient progressivement à récupérer. On imagine bien un patient qui est kinésophobe, va éviter au maximum un certain nombre de situations. Le problème, c'est que ces situations qui sont nécessaires à la récupération de ses douleurs et de sa fonction ne vont pas l'aider à totalement récupérer, à retrouver une confiance complète dans son dos si on ne l'accompagne pas sur cette exposition. Donc tout ça doit être identifié lors de l'interrogatoire et évidemment d'être
séparer des éventuels signes de gravité au travers de l'examen neurologique ou même l'examen physique que vous pourriez faire, de d'autres signes qui vous alerteraient de pathologies nécessitant des examens diagnostiques complémentaires, puisqu'on sait que pour la majorité des patients qui présentent une lombalgie non spécifique, donc lombalgie plutôt associée à des facteurs, on va dire, je vais plutôt appeler ça, on va dire une lombalgie fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lésion identifiée ou de cause patho-anatomique. Ça c'est la présentation clinique la plus fréquente dans les consultations. C'est-à-dire que si on regarde toutes les études qui ont déterminé la prévalence de patients qui consultent pour des douleurs lombaires, on a au final à peu près 1%, voire un peu moins, de patients qui présentent des lombalgies spécifiques, donc associées à une autre pathologie, c'est-à-dire que c'est un symptôme qui est consécutif à une autre cause. Donc souvent, évidemment, les pathologies les plus complexes et demandant directement soit des soins d'urgence ou de la chirurgie ou des traitements médicamenteux plus approfondis, en tout cas qui relèvent complètement de l'intervention du médecin généraliste et ou d'un spécialiste. Et en parallèle de ça, on a 99% de patients qui présentent donc ces fameuses lombalgies non spécifiques, celles que j'ai évoquées tout à l'heure avec les différents types de douleurs qui peuvent après être présentes, que ce soit dans le cas d'une poussée aiguë de douleur ou chez des patients qui présentent après des douleurs persistantes. Et là, évidemment, l'intervention de traitements non médicamenteux est extrêmement importante, puisqu'au final, dans les recommandations de bonne pratique, on va le voir après, on doit s'orienter beaucoup vers ces traitements-là, en parallèle, évidemment, de l'intervention du médecin. Mais l'intervention, en fait, des deux, voire des trois, en fonction de ce qui est nécessaire pour le patient, va être extrêmement importante parce que c'est pas tant, en fait, l'intérêt d'orienter vers un kiné ou un psychologue lorsque le patient voit un médecin, mais c'est le discours tenu par le médecin qui va conditionner la qualité aussi de la prise en charge des professionnels qui vont suivre. Et ça, je vais l'évoquer juste après. Un petit mot rapide sur la pertinence de l'imagerie, pour une raison très simple, puisque vous savez que l'imagerie, malheureusement, est un risque extrêmement important d'effet nocebo chez des patients qui sont amenés à avoir des lombalgies non spécifiques. C'est-à-dire que ces patients-là, qui ont un intérêt à recevoir après des traitements médicamenteux, non médicamenteux, mais surtout de les pousser à reprendre des activités fonctionnelles de la vie de tous les jours, si au final, on les pousse à aller faire de l'imagerie et qu'à l'imagerie, on va leur identifier les anomalies les plus bénignes, les plus habituelles qu'on pourrait retrouver chez la majorité des gens qui passent dans la rue chez qui on leur ferait une imagerie, on va avoir tendance, même si c'est involontaire de notre part en tant que professionnel de santé, en tout cas, on laisse la porte ouverte à ce que le patient, lorsqu'il va lire le compte-rendu, se dise « Ah oui, tiens, le radiologue, il a mis en évidence certaines anomalies en gras dans la conclusion, et donc ça veut vraiment dire que oui, j'ai de l'arthrose, oui, j'ai des protrusions discales, oui, j'ai des discopathies dégénératives. » Tous ces mots sont très forts dans la tête du patient, et donc peuvent évoquer un pronostic négatif en disant bah, dans ma tête, je vais peut-être finir quand même en fauteuil roulant, ou je vais ne plus être capable de marcher, ou etc. Donc tout l'enjeu de l'imagerie, c'est de ne pas, évidemment, y recourir quand ça n'est pas nécessaire. Et au final, l'absence de signes de gravité, c'est-à-dire ces fameux drapeaux rouges, n'indique nullement l'intérêt, s'il y a une poussée aiguë de lombalgie, l'intérêt de l'imagerie, donc le recours à l'imagerie, chez des patients qui ont plutôt des lombalgies avec une persistance des symptômes. Si elle évolue négativement au travers des traitements sur une période de 3 mois, là, il y a un intérêt à mettre en place un examen d'imagerie pour contrôler. Mais dans toutes les autres situations, dans le cadre des lombalgies non spécifiques que je viens d'évoquer, il n'y a pas d'intérêt à proposer en première intention une imagerie parce qu'on risque derrière, dans la balance bénéfice-risque, la mise en évidence des faits nocebo sur le patient. Et donc, ça va renforcer potentiellement des comportements négatifs d'hyperprotection, d'hypervigilance, etc. Et ça, évidemment, ça ne va pas nous aider. En termes de traitement non médicamenteux, qu'est-ce qui est recommandé aujourd'hui dans la littérature, que ce soit en première, seconde ou troisième intention? Première intention, évidemment, c'est le fait de délivrer, au travers de l'éducation et des conseils, la possibilité aux patients de s'auto-gérer et de reprendre confiance dans la reprise des activités quotidiennes. Donc ça passe tout simplement par de l'éducation à la compréhension de sa pathologie, à la compréhension du fait que c'est une pathologie bénigne, que le pronostic est très bon en termes de récupération,
et que le patient doit s'exposer graduellement à des activités en fonction évidemment des sensations qu'il ressent, mais il doit aller le plus rapidement possible vers la reprise normale de sa vie quotidienne. Le deuxième élément, c'est évidemment la mise en place d'exercices physiques qui doivent être complémentaires aux activités quotidiennes du patient et qui peuvent s'inclure dans de la kiné active, mais ça n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que des patients qui présentent des lombalgies avec une poussée aiguë, si on éduque suffisamment bien le patient en lui donnant les outils pour s'autogérer et se réexposer progressivement à des activités physiques et particulièrement après à terme à des activités sportives qui vont être bonnes pour lui, la kiné en fait n'est pas systématiquement obligatoire parce que le kiné, ce n'est pas lui spécifiquement qui est le maître des outils de la gestion du mouvement. Le médecin pourrait très bien le faire, un psychologue pourrait très bien le faire aussi, vu que ça relève de l'éducation, un peu une forme d'éducation en termes de gestion de la santé. Et là, on n'est pas évidemment dans de l'éducation thérapeutique, mais plutôt de l'éducation à la santé qu'on va délivrer de manière habituelle à nos patients. Et donc ça n'est pas nécessairement obligatoire de le faire dans le cadre de la kiné. Ça peut être fait si vous vous rendez compte, par exemple, pour les médecins, que dans votre temps de consultation, vous n'avez pas le temps nécessaire à éduquer les patients. Donc, ça peut valoir le coup de dire, je vous oriente vers un kiné, il va vous faire 1 ou 2 consultations juste pour vous donner les outils nécessaires à vous autogérer par la suite. Par contre, pour les patients qui ont un risque de chronicité ou qui ont déjà des douleurs persistantes, là, la kinésithérapie est évidemment active, c'est-à-dire on évite au maximum les traitements passifs et surtout qui rendent le patient passif dans la gestion de ses symptômes. Donc, massage, la physiothérapie, entre guillemets, c'est-à-dire laser, électrostimulation, ultrasons, etc. Tout ça, ça n'est pas du tout recommandé, mais plutôt de l'orienter vers des exercices actifs qui visent à améliorer sa fonction et derrière à améliorer sa douleur. En seconde intention, on va pouvoir mettre en place cette fois des sessions qu'on appelle directement d'éducation à la neurophysiologie de la douleur, ce qui rejoint par exemple les ateliers de mécanismes de la douleur qui sont proposés au réseau LCD ou même qui pourraient être proposés de manière différente. Mais ça, c'est intéressant évidemment pour les patients à risque de chronicité. Et les interventions psychologiques plutôt orientées vers les thérapies cognitivo-comportementales qui doivent s'intégrer. C'est mis en seconde intention, mais je mettrai un bémol en fait sur le fait que ça soit dans cette catégorie, tout simplement parce que ça va dépendre évidemment de la condition du patient, c'est-à-dire que si le patient présente un catastrophisme très fort, très sévère, et qui l'empêche d'adhérer au traitement, à mon sens, et ça c'est plutôt d'expérience, il y a un intérêt réel à l'orienter en première intention vers de la psychothérapie. Parce qu'il va y avoir un bienfait énorme sur l'adhérence à l'ensemble des traitements par la prise en charge en psychothérapie. Donc au final, c'est évidemment adapté en fonction du patient. Ça, c'est des grandes lignes, mais ça va dépendre de ce que vous allez identifier au travers de l'interrogatoire, du start-back, du questionnaire Orebro, etc. Et en troisième intention, évidemment, si les 2 premières intentions de traitement ont échoué, l'intérêt d'un programme de réadaptation pluridisciplinaire, où là, on va encadrer le patient, particulièrement pour tes lombalgies persistantes. Mais ce qui est très important, c'est que les facteurs psychosociaux doivent avoir été préalablement pris en charge, parce que, à l'image de la chirurgie, où on sait aujourd'hui que des patients qui doivent être opérés, mais qui présentent beaucoup de facteurs psychosociaux, sont des mauvais candidats à la chirurgie, puisqu'ils ont un risque d'avoir encore des douleurs après la chirurgie, c'est le même principe pour des patients qui présenteraient des facteurs psychosociaux sévères, qui seraient pris en charge dans un programme de réadaptation pluridisciplinaire dans un hôpital, et qui risqueraient d'avoir un échec de ce programme parce qu'il présente beaucoup trop de facteurs psychosociaux qui les rendent moins adhérents au traitement et qui vont donc moins bien profiter de ce programme pluriprofessionnel qui vise à les aider. En termes de traitement médicamenteux, là, je vous ai remis les recommandations que vous connaissez déjà, mais c'était juste un rappel pour tout le monde, de se dire que la première intention, évidemment, c'est particulièrement de recourir à des antidouleurs plutôt de palier 1, voire 2 maximum, tout simplement parce que les paliers de traitement médicamenteux qui sera pris sur le long cours contenant de l'opium ou contenant de la codéine risquent évidemment sur le long cours, et ça on l'a connu particulièrement pour la crise des opioïdes aux États-Unis, avec des prescriptions extrêmement nombreuses chez les patients qui présentent des douleurs persistantes,
qui amenait des abus médicamenteux et des persistances, voire des aggravations des symptômes du fait de l'abus médicamenteux. Donc ça, il faut l'éviter au maximum, à l'exception des patients qui présentent des douleurs lombaires réfractaires à l'ensemble des traitements, où on aurait intérêt à leur proposer des traitements évidemment antalgiques plus importants pour les aider à essayer de les soulager, pour qu'une fois de plus, ça les rende plus adhérents aux autres traitements. Donc il y a toujours la combinaison de se dire, c'est pas le traitement médicamenteux qui est le traitement de première intention, ou le traitement de rééducation qui est le traitement de première intention, c'est je propose de la rééducation, le patient au final n'adhère pas au traitement parce qu'il a trop mal ou n'arrive pas à faire les exercices parce qu'il a trop mal. Les traitements médicamenteux sont hyper importants, et à l'inverse, des patients qui souhaiteraient être soulagés avec un traitement médicamenteux, mais qui par la suite pourraient avoir besoin, pour réduire le risque de récidive de leur douleur, de traitements non médicamenteux, cette articulation doit être systématiquement proposée pour leur permettre d'avoir le maximum de bénéfices et le plus précocement possible pour limiter le risque de chronicité, et aussi surtout pour les patients qui sont déjà à risque de chronicité ou avec des douleurs lombaires récurrentes, de les faire sortir de cette situation le plus rapidement possible. Ça donc sous-entend que certaines thérapies qu'on a tendance à utiliser en pratique courante, et là évidemment je parle plutôt pour ma profession en tant que kiné, ou même pour les autres rééducateurs qui peuvent participer, que ce soit les ultrasons, le recours à des semelles orthopédiques, le recours à de la traction lombaire, ou le recours à des moyens d'assistance comme de la ceinture lombaire, etc. Tout ça, aujourd'hui, ne doit pas être recommandé en première intention. C'est-à-dire que les ultrasons, on sait, et je le dis de manière très cash, c'est que c'est de la merde pour les douleurs lombaires, en termes de prise en charge. Donc ça ne doit pas être proposé du tout, jamais, parce que ça ne sert à rien. Il n'y a aucun effet thérapeutique identifié dans la littérature. Au mieux, oui, c'est de l'effet contextuel, mais autant essayer de cumuler l'effet contextuel à l'effet thérapeutique. On va maximiser les chances d'améliorer le patient. Les semelles orthopédiques, même principe. Aujourd'hui, toute la littérature met bien en évidence que des semelles vont être pertinentes pour des affections qui touchent le pied, la cheville, le genou, mais par contre, directement sur les lombaires, les données ne permettent pas du tout de mettre en évidence un intérêt ou un lien de cause à effet entre les deux. L'attraction lombaire, et ça j'insiste là-dessus parce qu'il y a encore beaucoup malheureusement de programmes qui visent, au travers de l'hospitalisation d'un patient, à proposer ce type de thérapie. La traction lombaire proposée de manière isolée, ça n'est pas un traitement recommandé. Proposé dans un cadre multimodal, dans l'idée de se dire on va faire de la traction lombaire pour avoir un effet antalgique, mais qu'en parallèle on met en place du réentraînement à l'effort avec de l'activité physique, des traitements médicamenteux qui soulageraient le patient, de la psychothérapie, etc. Là, ça a du sens. Mais on voit encore trop souvent des programmes qui visent à hospitaliser des patients pour uniquement des sessions de traction lombaire. Ça, c'est pareil, ça ne doit pas être recommandé. Les ceintures, même principe. Sur le long terme, ça favorise la kinésiophobie, l'appréhension à la douleur, l'hypervigilance. Donc, on essaie d'éduquer au maximum, même si ça a un intérêt de le proposer pour des patients qui ont des poussées de douleur aiguë, dans l'idée de psychologiquement se sentir aidé, soulagé, de calmer la douleur. Mais on doit tout de suite mettre en place l'éducation nécessaire à leur faire comprendre qu'il faut faire un sevrage dès que possible et le plus précocement possible pour éviter les risques que ça va amener en termes de comportement derrière. Donc, pour conclure cette présentation, vous voyez bien que le gros intérêt pour la prise en charge des lombalgiques non spécifiques, c'est l'évaluation du risque de chronicité. Évidemment, on a plutôt, nous, tendance à voir, du fait aussi de notre biais de sélection, là, entre nous, avec l'habitude de voir des patients qui ont des douleurs persistantes. Mais le gros enjeu, il est évidemment sur la précocité de l'identification et du dépistage des facteurs de risque de ces patients. Et même si ça n'est pas précoce, si ce sont des patients lombalgiques avec des douleurs persistantes, on doit identifier les facteurs psychosociaux pour orienter correctement la prise en charge. Et là, on est sûr de maximiser l'efficacité thérapeutique pour améliorer la fonction, la douleur, la qualité de vie, etc. du patient. Évidemment, d'encourager la pratique régulière d'exercices actifs et surtout les conseils en termes d'éducation pour améliorer la gestion de ces symptômes, particulièrement si ce sont des patients qui ont un risque de chronicité
ou des facteurs psychosociaux en grande quantité, que ce soit catastrophisme, kinésiophobie, appréhension à la douleur, etc. Et enfin, tous les traitements passifs, et évidemment invasifs, risquant des effets indésirables, une réduction d'activité. On a vu l'exemple de la ceinture, on a vu l'exemple de la traction lombaire de manière isolée. Dans les traitements invasifs, ce serait de dire je suis médecin généraliste, en première intention, j'envoie un patient vers un chirurgien orthopédique ou un neurochirurgien pour lui demander un avis pour une opération, en sachant que dans la majorité des cas, on a vu tout à l'heure que pour 99% des patients, ils présentent une lombalgie non spécifique qui donc doit bénéficier en première intention de la combinaison traitement médicamenteux, traitement non médicamenteux, et pas tout de suite chirurgie. La chirurgie, ça n'est que après un échec thérapeutique des traitements de première ligne, et en général, c'est après 6 mois, et présentant des signes à l'examen neurologique ou à la sévérité de la douleur qui vont donc indiquer la pertinence de l'orienter vers un neurochir ou un chirurgien orthopédique. Je vous ai mis en matériel supplémentaire ce que je vous évoquais tout à l'heure pour si ça peut vous intéresser. Donc, la liste des fameux drapeaux rouges, les signes de gravité, les principaux facteurs psychosociaux à évaluer. Donc, les drapeaux jaunes, à chaque fois, c'est des couleurs différentes. Les bleus, les noirs, etc. Le rappel de l'arbre décisionnel qui a été proposé par la Haute Autorité de Santé pour améliorer la prise en charge des patients qui présentent des lombalgies non spécifiques. Et je vous remercie de votre attention pour la présentation.